Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, c'est le dernier épisode de l'année et, comme chaque année depuis 2018, je vous propose une sélection de coups de cœur parmi les livres parus l'année écoulée. Un grand merci aux collègues qui se sont prêtés au jeu pour les différentes périodes, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Une nouveauté cette année puisqu'il y aura même une sélection en bande dessinée. Comme vous verrez, il y en a pour tous les goûts, aussi bien des blockbusters de l'histoire que des ouvrages de niche et qui pour autant restent passionnants. La dernière mission de 2021, c'est pour moi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont écouté le podcast, qui ont participé, qui ont suggéré des idées, qui ont contribué financièrement à son existence, à son hébergement internet. Je vous souhaite une très belle période de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2022. Merci et très bonne écoute. Pour l'Antiquité, c'est Sophie Larry-Biglodel, docteur en histoire grecque, qui nous fait part de ses conseils. Je vais vous présenter 5 références bibliographiques parues en 2021 et qui, à mon sens, illustrent les avancées dans le champ des sciences de l'Antiquité pour cette année qui s'achève. Je vais commencer par l'ouvrage de François Lefebvre, paru au printemps 2021 et intitulé « Histoire antique, histoire ancienne », un titre sous forme de question. L'auteur y traite des empreintes grecques et des empreintes romaines dans notre société, mais aussi des emprunts faits par cette dernière aux mondes anciens. Cette publication constitue donc à la fois un point sur l'actualité de l'Antiquité et sur l'actualité de la recherche. Le deuxième ouvrage que je vous propose interroge le nom des divinités dans les systèmes polythéistes anciens. Dans Nom de Dieu, portrait de divinité antique, 12 auteurs proposent, sous la direction de Corinne Bonnet, autant de contributions consacrées aux dénominations des dieux dans les mondes anciens, de la Mésopotamie au monde gréco-romain, en passant par l'Égypte et par la Phénicie. Le nom donné aux divinités, aux entités suprahumaines, constitue en effet un témoignage précieux des attributions que les humains leur prêtaient et de la manière dont ils entendaient interagir avec elles. La multitude de ces noms témoigne également de la grande fluidité de ces systèmes polythéistes, loin des mythologies canoniques que nos sociétés contemporaines tentent de figer en autant de dictionnaires des dieux et des déesses ou autres dictionnaires de la mythologie. Cet ouvrage intéressera autant les spécialistes que le plus grand public curieux de découvrir la plasticité des religions anciennes et leur diversité, à travers autant de portraits de dieux et de déesses. Autre référence que je vous recommande dans cette fin d'année, un dossier collectif intitulé « Des femmes qui comptent, genre et participation sociale en Grèce et à Rome », paru dans la revue Métis, toute fin 2020. Cela peut donc compter pour une sortie de 2021. Cette publication s'inscrit dans le cadre du projet de base de données Eurycléa et elle est constituée de 8 contributions, dont la traduction en anglais de la présentation du projet et dont un entretien avec Pauline Schmidt-Pantel et Stella Georgodi. Cet ensemble d'articles vise à désinvisibiliser les femmes dans le monde grec ancien et à mettre en lumière la grande diversité des profils de ces dernières, dont les noms apparaissent dans la littérature ou l'épigraphie et qui ont elles aussi compté dans l'histoire du monde grec. Cette dernière recommandation témoigne du fait que l'historiographie s'est appliquée à montrer que les mondes anciens n'étaient pas exclusivement des mondes d'hommes, que les femmes comptaient, que les femmes y occupaient une place plus importante que nous avons peut-être trop longtemps pu le penser. En revanche, nous continuons trop souvent à considérer l'Antiquité comme un monde d'adultes et nous oublions que les enfants y occupaient aussi une place, parfois extrêmement importante. Je vous recommande donc un ouvrage collectif sorti en 2021 sous la direction de Leslie Beaumont, Matthew Dillon et Nicola Harrington. Cet ouvrage s'intitule Children in Antiquity, Perspectives and Experiences of Childhood in the Ancient Mediterranean, autrement dit, les enfants dans l'Antiquité, perspectives et expériences de l'enfance dans le monde méditerranéen antique. Dans ce livre, les contributeurs proposent une approche transdisciplinaire et diachronique de l'étude de l'enfance, de l'Égypte à l'époque byzantine en passant par la Grèce et par l'Italie. Ce volume offre une perspective comparatiste tout en interrogeant la notion d'agency ou d'agentivité des enfants, c'est-à-dire leur capacité d'action. Et pour répondre à cette question autour de la notion d'agency, je vous recommande en particulier les pages consacrées à la place des enfants dans les pratiques religieuses des mondes anciens. Ce livre constitue une immense synthèse des travaux menés depuis plus de 30 ans dans le champ de l'enfance, travaux qui ont contribué à rendre les enfants plus visibles dans nos sources matérielles, dans nos sources littéraires ou encore épigraphiques. Alors aujourd'hui, la question n'est plus de savoir où sont les enfants. Nous savons les trouver, nous savons les identifier. En revanche, désormais, la question est la suivante. Mais que font les enfants? Et c'est à cette question que plusieurs contributions tentent de répondre dans cet ouvrage qui est désormais fondamental pour qui veut étudier l'enfance dans l'Antiquité. Je vais terminer mes recommandations par un article
Également en anglais, paru tout récemment dans le numéro 90 de la revue Hesperia, c'est le journal de l'American School of Classical Studies in Athens. Dans un papier intitulé Disability and Infanticide in Ancient Greece, Debbie Sneed déconstruit le mythe historiographique de l'infanticide, parfois désigné sous le terme édulcoré d'exposition, donc d'infanticide des nouveau-nés handicapés dans les mondes anciens. L'autrice y passe en revue le corpus littéraire relatif à cette question qui a longtemps fait autorité dans nos études et elle le confronte aux données matérielles qui le nuancent. L'archéologie, comme l'iconographie, révèle en effet que les personnes handicapées étaient bien représentées dans les sociétés des cités grecques et qu'elles pouvaient faire l'objet de soins spécifiques pendant l'enfance. Debbie Sneed interprète ainsi les vases appelés parfois biberons, dont nombre d'exemplaires ont été mis au jour dans des tombes d'enfants. Ces objets auraient pu, selon elle, servir à nourrir des enfants empêchés de prendre le sein par une malformation du visage. L'autrice convoque également l'exemple du puits au bébé de l'Agora d'Athènes, un dépôt funéraire de nouveau-nés daté de l'époque hellénistique. On y a trouvé plusieurs centaines d'individus et parmi ces tout petits défunts, on a identifié un enfant atteint d'hydrocéphalie. Ce bébé est mort vers 6 mois, il avait fait l'objet de soins attentifs depuis sa naissance jusqu'à sa mort, malgré les malformations dont il souffrait. Ne soyons à la fin de cet article, toutefois pas angélique. On ne peut affirmer qu'aucun de ces enfants n'était mis à mort. Cependant, il est faux d'affirmer que l'infanticide était systématique dans ces situations. L'article de Debbie Sneed est précieux parce qu'il nous pousse à interroger la place du handicap dans les sociétés anciennes, mais aussi le regard que nous, spécialistes des sciences de l'Antiquité, portons sur le handicap. J'espère que ces recommandations vous plairont et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Pour présenter les coups de cœur de l'histoire médiévale cette année, j'ai le plaisir d'être avec Florian Besson, historien médiéviste, qui anime le blog et le compte Twitter d'Actuel Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour André. Alors merci beaucoup de vous prêter à cet exercice. Pour la médiévale, il y a au moins une chose qui est simple, c'est que cette année, on a eu quand même de belles parutions, et notamment 2 sommes qui sont incontournables sans doute sous le sapin. Ah, absolument, et c'est les 2 premiers livres que je présente. Comme tu dis, André, 2 grosses sommes. Le premier, c'est l'ouvrage écrit par Joël Chandelier dans la collection Belin Mondes Anciens, un ouvrage qui s'intitule L'Occident médiéval 5e, 15e siècle, et donc qui, comme le nom l'indique, prétend embrasser l'intégralité de la période. C'est un très beau livre. Alors, toute cette collection de Belin, ils sont magnifiquement illustrés, magnifiquement cartographiés. Et là, Joël Chandelier fait un très très beau travail de synthèse en se montrant capable donc de parcourir l'intégralité de la période. Alors, évidemment, on peut pas tout dire quand on fait une histoire totale du Moyen-Âge, mais il coche énormément de cases. C'est très à jour historiographiquement parlant, et ce qui ne gâche rien, c'est très bien écrit, c'est très clair, c'est très accessible. Donc même si c'est un beau volume de 700 pages, c'est vraiment une lecture que je recommande chaudement. Donc ça, c'est le premier. Et la deuxième somme dont tu parlais, c'est l'ouvrage, pour le coup, dirigé par Florian Mazel, une écriture collective qui s'appelle Nouvelle histoire du Moyen-Âge, sortie il y a quelques semaines au Seuil. Qui se présente un peu en fait comme le double de l'ouvrage de Joël Chandelier. Là où l'ouvrage de Joël Chandelier est clairement écrit pour toucher un public le plus large possible, celui de Mazel, au contraire, c'est une synthèse très historiographique, très précise, très érudite, donc qui va peut-être plutôt parler à un public universitaire, qui fait le point par exemple sur un certain nombre de débats historiographiques très pointus. Je pense à celui sur la réforme grégorienne, je pense à celui sur la question des grands défrichements du XIe, XIIe siècle, de la croissance économique dans la deuxième moitié du XIVe, enfin des grands points comme ça historiographiques qui occupent les médiévistes depuis un moment. C'est un ouvrage passionnant, foisonnant, dans lequel on peut se plonger et se replonger, et c'est sûr que pour le coup il va servir d'outil de travail pendant les années qui viennent, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une somme aussi ambitieuse et aussi intelligente, aussi complète. Alors 2 ouvrages marquants, j'espère qu'on pourra parler d'ailleurs de l'un d'eux dans le podcast l'année prochaine, le temps de lire et digérer ces sommes considérables. Il y a aussi des monographies qui sont intéressantes, même si le sujet n'en est pas toujours très drôle. On peut penser au livre de Didier Lett, un spécialiste de l'enfance au Moyen-Âge, qui vient de publier un livre important. Alors exactement, c'est un livre que je voulais présenter, c'est un livre qui s'appelle Viol d'enfants au Moyen-Âge, sous-titré Genre et pédocriminalité à Bologne 14e, 15e siècle. C'est sorti au PUF début octobre. Alors comme tu le dis, le sujet est vraiment pas drôle, on est au cœur de la pédophilie, donc on est au cœur des archives judiciaires notamment, qui révèlent donc des affaires tragiques, des affaires très glauques, une grande violence, etc. Mais c'est un livre passionnant,
pour deux raisons. D'une part, parce que Didier Lett, il montre sa maîtrise assez impressionnante, hein, assez étourdissante des archives de Bologne, ce qui lui permet donc de naviguer en permanence entre les sources judiciaires, les chroniques, les lettres, ce genre de choses pour montrer en fait comment la société s'empare de ce cas, hein, de la pédocriminalité. Et puis donc on est vraiment au cœur de l'histoire, parce qu'on est au cœur de parcours de vie, quoi, d'étincelles de vie, de vrais gens qui ont vécu des vrais trucs. Donc déjà c'est un livre très émouvant. Et puis le deuxième raison pour lequel j'ai trouvé ce livre passionnant, c'est parce qu'il montre à quel point en fait l'histoire elle se nourrit des débats de son temps, quoi, et des réflexions de son temps. Et on entend souvent hein, en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, des critiques en disant ah les historiens ils devraient être neutres, ils devraient se tenir loin des débats de leur temps. Et en fait ce livre il montre à quel point il est stérile. Ce livre il montre comment un vrai sujet de recherche basé uniquement sur les sources, et encore une fois sur une maîtrise parfaite des sources, vient de réflexions contemporaines sur les violences sexuelles, les violences sexistes en général, et en particulier donc sur les violences sexuelles aux enfants, avec le MeToo inceste ou avec les affaires de violence dans l'Église qui ont animé l'actualité ces dernières années. Et donc je trouve que c'est absolument fascinant de voir en fait comment un médiéviste il a pu se nourrir de ces débats pour revenir sur une période qu'il connaît par cœur, sur une ville qu'il connaît par cœur, et voir avec un œil neuf des sources qu'il avait vues pendant des années sans jamais se dire ah mais en fait ça vaudrait le coup de les voir uniquement à travers cette question de la pédocriminalité. Donc ça c'est vraiment un ouvrage assez bluffant de ce point de vue-là. Les débats de notre temps, ce sont aussi des dérives ou des délires complotistes, platistes. Il y a de plus en plus de gens qui sont persuadés que la Terre est plate. On est vraiment désolé pour eux. Et tous les profs de physique, de SVT font ce qu'ils peuvent, mais c'est un peu difficile. Et on entend parfois qu'au Moyen-Âge, finalement, les gens pensaient que la Terre est plate. Rien n'est plus faux, et on le savait, mais finalement, c'était bien que des médiévistes se penchent sur la question pour le redire. Oui, absolument. Donc c'est un livre aussi que je voulais présenter pour cette raison. C'est un livre écrit par Violaine Giacomotto-Chara et Sylvie Noni qui s'appelle La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, publié aux Belles Lettres. C'est un ouvrage essentiel, là vraiment pour le coup, puisque comme tu le dis, c'est un des grands mythes associés à la période médiévale, l'idée qu'au Moyen-Âge on croyait que la Terre était plate, et dans l'autre sens, c'est un truc que tous les médiévistes savent que c'est faux depuis toujours. Il n'y a pas eu de découverte historiographique, on a toujours su que c'était faux, donc ça fait littéralement 250 ans que les médiévistes essayent d'expliquer que c'est faux, et pourtant cette idée s'est enracinée dans les imaginaires collectifs. Et donc en fait, on manquait véritablement d'un ouvrage qui fasse deux choses, d'une part qui réponde, qui montre que c'est un mythe, donc qui prouve source à l'appui à quel point les médiévaux n'ont jamais cessé de savoir que la Terre était ronde. Ça, c'est la première partie de l'ouvrage de Noni et Chara, qui retrace en fait de l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance, une série de textes scientifiques, astronomiques, géographiques, mais aussi de textes de diffusion scientifique, ce qu'on appellerait de la vulgarisation aujourd'hui, qui affirment tous, sans jamais aucune hésitation, que la Terre est ronde. Donc en fait, on voit bien que c'est même pas un point à démontrer, c'est pas une question, c'est pas une querelle scientifique. La Terre, elle est évidemment ronde, et on l'explique comme tel, on l'explique dans des manuels pour les enfants, on l'explique dans des contes, bref, la Terre est ronde. Et donc ça, c'est la première partie du livre, et ce dont on manquait aussi vraiment beaucoup parmi les médiévistes, c'est une enquête sur l'origine de ce mythe, quoi. D'où vient la croyance qu'au Moyen-Âge, on aurait cru que la Terre était plate, qui est-ce qui a inventé ce thème, qui est-ce qui l'a repris, qui est-ce qui l'a popularisé, et ça, c'est la deuxième partie du livre de Noni et Violaine Giacomotto-Chara, donc qui refait en fait une étude, pour le coup on est plutôt dans du médiévalisme, donc dans l'étude de la réception d'un Moyen-Âge fantasmé, de la création d'un Moyen-Âge fantasmé. Donc je vous spoil pas le livre, mais en gros c'est la faute de Voltaire, et après c'est la faute d'un certain nombre d'auteurs du 19e siècle, notamment Washington Irving par exemple, qui ont popularisé ce mythe au point qu'il est devenu aujourd'hui une référence incontournable dans la vision, la représentation du Moyen-Âge. Alors, vous faites mieux que le Père Noël, puisque vous allez même nous parler de livres qui ne sont pas encore parus, mais nous donner envie de lire des choses en 2022. Bah oui, puisque les premiers mois de 2022, ils vont être marqués par de belles sorties. Alors évidemment, je peux pas tous citer, mais j'en cite deux. Le premier, c'est la future biographie de Harald à la dent bleue, un roi scandinave, rédigé par Lucie Malbos, qui est spécialiste de la Scandinavie médiévale entre les 8e et 12e siècles. C'est un ouvrage que j'ai vraiment hâte de lire. Les biographies, c'est toujours plaisant à lire, surtout quand c'est écrit par des spécialistes de la période. C'est un bon angle pour rentrer dans une période, et en l'occurrence, pour découvrir la vie d'un personnage relativement peu connu, ce Harald à la dent bleue, qui, pour la petite histoire, nous lègue le Bluetooth, d'accord, cette technologie, donc, qui est directement nommée d'après ce personnage historique. Donc ça, c'est une belle biographie qui est à sortir, je crois, en janvier ou en février, et ce sera édité par Passé Composé.
Et puis, il y a une figure qui est centrale dans les représentations de l'histoire de médiévale et de l'histoire de France, et une grande médiéviste va se pencher sur elle. Oui, cette figure, cette grande médiéviste, donc la figure c'est Jeanne d'Arc, la grande médiéviste c'est Claude Gauvard. Alors c'est pas le premier ouvrage de Claude Gauvard sur Jeanne d'Arc, mais celui-ci sera évidemment important et bien accueilli. C'est un ouvrage qui s'intitule Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, et ce sera publié, je crois, en février ou en mars chez Gallimard dans la collection des femmes qui ont fait la France. C'est un ouvrage important puisque Jeanne d'Arc c'est une figure très mobilisée, très réinventée, très instrumentalisée à travers le temps, notamment dans des sens très politiques. C'est une figure très mobilisée par l'extrême droite depuis Jean-Marie Le Pen, un peu moins maintenant, puisque la rivalité franco-anglaise est un peu passée de mode, mais ça reste une figure fréquemment revendiquée, fréquemment convoquée. Et donc dans ce livre, Claude Gauvard se propose non pas de faire une nouvelle biographie de Jeanne d'Arc, on en a des très bien faites, mais plutôt d'étudier ses réappropriations, ses réinventions, ses déformations, et en fait pour montrer que ça a commencé dès l'époque de Jeanne d'Arc. Montrer que c'est vraiment la caractéristique de cette figure que d'être, dès son époque, de son vivant même, convoqué, instrumentalisé, réinventé dans des sens extrêmement différents, au point finalement que l'historien ou l'historienne se demande qui est la vraie Jeanne d'Arc. Ou est-ce qu'on peut atteindre la vraie Jeanne d'Arc derrière ces strates d'imaginaire, ces strates d'utilisation politique. Voilà, un autre ouvrage que j'ai très hâte de lire. Sans oublier la Jeanne d'Arc communiste, la fille du peuple dans les années 30. Voilà, il y a tous ces usages, ce sera passionnant à lire. Alors de mon côté, je vais quand même signaler, même si je ne les ai pas encore entièrement lus, ils me regardent, ils sont sur mon bureau, ils me regardent et me font culpabiliser, des beaux volumes, des éditions Zone Sensible, qui fait vraiment un très beau travail. C'est une maison d'édition qui fait un travail remarquable, et un livre de Jacques Dallarin sur les franciscains, et puis la première traduction d'un livre de Chris Wickham, le grand médiéviste britannique, Somnambule d'un nouveau monde, qui porte sur les communes italiennes, que j'ai commencé à lire. J'espère pouvoir en parler dans le podcast. Voilà, c'est très très stimulant et je voulais en dire un mot, même si on en reparlera sans doute un petit peu plus tard. Merci beaucoup Florian pour tous ces conseils. Merci André et bonne fête à tout le monde. Pour parler d'histoire moderne, j'ai le plaisir d'être avec Myriam Daniel-Ternant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes moderniste. On a eu l'occasion de parler de votre livre Ecclésiastique en débauche. Vous avez signé cette année une histoire érotique de l'Église aux éditions Payot et vous avez une sélection de livres dans votre hôte de Noël. Alors on va les prendre dans l'ordre chronologique de la période moderne, en commençant par le XVIe siècle et par un livre qui a beaucoup marqué. On avait reçu son auteur dans le podcast et il a vraiment été très remarqué à la rentrée 2021. Il s'agit de Tous ceux qui tombent, les visages du massacre de la Saint-Barthélemy de Jérémy Foa, paru aux éditions de la Découverte et qui est effectivement incontournable en cette année 2021. Alors c'est une approche résolument neuve de la Saint-Barthélemy puisque Jérémy Foa exhume ce qu'il appelle les vies minuscules, principalement à partir des sources notariales, donc des archives de la pratique. Au premier abord, ces archives peuvent sembler rugueuses, hermétique, routinière, mais il procède à une enquête minutieuse, une enquête au sens étymologique de ce que signifie l'histoire, puisqu'il propose 25 trajectoires dans son ouvrage, au ras du sol, donc au plus proche de la quotidienneté, d'un massacre de proximité, un massacre de voisinage. La force du livre d'ailleurs est qu'il a des résonances avec d'autres types d'histoires. D'ailleurs, Le Monde ne s'y est pas trompé dans l'article récent où le Monde fait dialoguer Hélène Dumas et puis Jérémy Foa à propos du massacre des Tutsis par les Hutus au Rwanda, dans l'ouvrage d'Hélène Dumas Sans ciel ni terre. On voit, Jérémy Foa montre très bien l'identification à laquelle procède le bourreau de ce qu'il estime être l'ennemi, la traque ensuite, la mise à mort dans cette société de voisinage, et il procède à une autopsie de cette double maturation d'un côté donc des bourreaux qui préparent ce massacre, et puis maturation du côté des victimes qui sont pris au piège par leur expérience préalable des persécutions auxquelles ils ont été victimes et qui ne se sont pas achevées par la mort, et donc qui pensent que cette fois-ci, comme les fois précédentes, cela va conduire à une incarcération puis une relaxe, sans penser à ce que cela puisse déboucher sur une mise à mort. Et puis ce livre, il est aussi très plaisant parce que Jérémy Foa a une plume presque cinématographique. Et d'ailleurs, il a annoncé à Blois dès 2017, même si ça avait mis entre parenthèses, et puis à nouveau en 2021, un projet de série
qu'il faudra suivre, La Porte Rouge, qui s'annonce très prometteuse. Oui, c'est vraiment un livre magnifique, d'autant qu'il tient un grand écart qui est vraiment pas facile à tenir en histoire, entre d'un côté la rigueur absolue du point de vue archivistique, et puis la légèreté, la liberté dans l'écriture, avec des digressions, des interventions personnelles, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est pas simple à réaliser, là, vraiment qui est très maîtrisé. Alors, du XVIe siècle, on passe à la période des rois absolus. Cette période des rois absolus, on l'envisage de biais avec un genre, la bande dessinée, qui est revisité en ce moment par la collection Histoire dessinée de la France. Le volume est paru sur la monarchie absolue et vous l'avez également apprécié. Oui, alors j'essaye dans ma hotte au Père Noël de mettre des ouvrages un peu variés, donc des ouvrages qui ne soient pas que d'une forme académique. Donc là, l'histoire dessinée de la France s'y prête parfaitement. Donc c'est une collection dans laquelle le tome dans l'absolu de Louis XIII à Louis XIV, le 11e tome, s'insère. Et le principe à chaque fois est d'associer un historien ou une historienne avec un dessinateur ou une dessinatrice. Et l'historienne est choisi comme étant représentatif d'une historiographie récente. Donc ici, il s'agit de Stéphane Van Damme, qui est professeur d'histoire moderne à l'ENS, et puis la dessinatrice est Héloïse Chauchois. Et donc ce tandem historien-dessinateur fait écho aussi à ce qui est souvent un tandem, alors ici c'est un trio, de personnages qui nous introduisent dans l'époque, donc ici dans le XVIIe siècle, même si on déborde un peu sur le début du XVIIIe siècle, on a à chaque fois 2 ou 3 personnages, un peu comme ces personnages identifiés par Max Baxandal, qui est le festaiuolo, qui est le guide, la figure du théâtre du Quattrocento, qui fait le lien entre le spectateur et l'action représentée. Ici, c'est 3 personnages qui nous introduisent dans le grand siècle. Ce sont 2 historiens modernistes, Ernest Lavis au XIXe siècle et puis Pierre Goubert pour le XXe siècle, qui sont tous les 2 représentatifs d'une historiographie très différente. Pour simplifier, une historiographie par le haut et puis une historiographie par le bas. Et puis un écrivain, un romancier, Alexandre Dumas, et puis d'ailleurs l'incipit de la bande dessinée qu'est Dans l'absolu, part sur la rencontre improbable entre ces 3 personnages qui débattent sur la légitimité et la pertinence de l'expression de grand siècle. Et outre donc ce brassage du XVIIe, début XVIIIe siècle, on a à la fin un cahier qui récapitule les grandes thématiques historiographiques du siècle abordées. Donc par exemple, le cahier ici aborde Sous les pavés la fronde, l'économie à tout prix, la France étrangère, le Saint-Siècle, Bienvenue en ville, et puis Si Versailles m'était compté. En tous les cas, le point commun qu'on peut faire avec le livre précédent de Jérémie Foa, c'est que c'est vraiment une volonté d'approcher une histoire dans sa quotidienneté et pas seulement une histoire par un petit bout de la lorgnette qui ne concernerait qu'une infime partie de la population française. Alors les contemporanistes ne vont pas être contents puisque vous avez annexé à l'histoire moderne la Révolution française pour en parler, c'est un vieux débat, mais effectivement il y a un volume dont il est important de parler, aussi par sa forme, là aussi qui est originale et qui est intéressante, c'est l'infographie de la Révolution. Oui, alors effectivement j'ai pris le parti de l'insérer dans l'époque moderne, les contemporanéistes tirent la couverture à eux et puis nous on tire la couverture à nous. Donc là aussi, ça s'insère dans un tout début de collection, puisqu'il y a déjà eu un premier volume qui portait sur l'art romantique, qui était excellent aussi. Donc c'est un ouvrage qui a une approche très visuelle, puisqu'il s'intitule « Infographie de la Révolution française », et qui vise à mettre en image de manière schématique, mais pas simplifiée, schématique dans le sens accessible, ce qu'est la Révolution française et la complexité de ce qu'est la Révolution française. Alors, cet ouvrage est rédigé par Jean-Clément Martin, et puis la partie plus de présentation est menée par Julien Pelletier. Et là aussi, on a une approche qui est novatrice dans l'historiographie et dans le traitement des différentes thématiques. Ce n'est pas seulement une approche chronologique. On a une approche aussi qui replace la France dans un temps long, le temps long d'autres révolutions, notamment les révolutions anglaises, et puis une approche qui replace la France dans un espace aussi plus large que simplement la France métropolitaine, en montrant cet espace d'entre-deux-mondes sur différents plans économiques, culturels, religieux, spatial.
en faisant aussi la part belle aux colonies et à comment est-ce que la Révolution française influe sur l'histoire des colonies. C'est une présentation extrêmement claire, à la page en termes d'historiographie. On peut noter justement 3 doubles pages sur l'histoire des femmes, comment est-ce que les femmes font irruption dans la Révolution française, comment les femmes s'insèrent dans l'espace public. Et puis aussi, on sort de cet exemple toujours parisien, puisqu'on a une petite étude de cas sur, par exemple, la place des femmes en Bretagne dans la Révolution française. Et puis, je le disais il y a quelques instants, on a aussi 3 doubles pages sur les colonies, sur l'abolition de l'esclavage, ainsi qu'une approche notionnelle à la fin, sur par exemple des thématiques telles que la nation, la patrie, l'universalité. Donc c'est vraiment une volonté d'aborder la Révolution française sous tous les angles, sous tous les espaces, dans ses différentes composantes, et qui ne laisse pas non plus dans l'ombre des historiographies discordantes, puisque l'ouvrage fait aussi le point sur d'autres manières de concevoir la Révolution française. De la Révolution, on passe à finalement une longue modernité qui enjambe la coupure révolutionnaire, le 18e, le 19e, le 20e siècle, avec un livre qui était paru dans un grand format en 2020 et qui est paru sous une forme plus réduite en 2021. C'est le Petit magasin du monde, dirigé par Sylvain Venner et Pierre Singaravelou. Il a aussi une approche originale par les objets. Une approche originale et une approche qui a aussi d'original l'adéquation entre la forme de cette nouvelle édition 2021 et puis l'objet, le champ d'étude. Adéquation qui est revendiquée dans l'introduction. Les auteurs nous disent qu'ils ont proposé un livre à 4 sous, un livre maniable, un livre qui circule, qui est mis en série, au même titre que les différents objets qui sont traités dans cet ouvrage. Il s'agit pour les auteurs de restituer l'humain, de rejeter la version surplombante. Donc c'est vraiment le point commun entre les 4 livres que j'ai choisi de vous présenter et qui sont parus dans cette année 2021 très, très riche. L'ambition de constituer un magasin au sens noble du terme et au sens étymologique du terme, parce que c'est un mot issu de l'arabe qui a transité par l'italien avant d'arriver dans la langue française, au sens de centre d'entrepôt, centre d'échange, et au sens de rassemblement d'objets choisis, parce que non pas exceptionnel, mais générique, produit massivement. Donc c'est un ouvrage collectif qui réunit 22 auteurs, donc dirigés, comme vous l'avez dit, par Pierre Singaravelou et puis Sylvain Venner, et qui propose une histoire d'objets de notre quotidien tels que la planche de surf, dont on apprend qu'elle est née il y a bien longtemps, mais découverte par les Occidentaux au XVIIIe siècle à la faveur d'un tour du monde mené par Samuel Wallis dans le Dolphin, et qui découvre donc cette planche de surf qui ne se réduit pas à cela et qui est plutôt synecdotique d'un mode de vie spirituel, religieux. On peut aussi entrer dans l'époque moderne, même si l'ouvrage est quand même plutôt centré sur des objets qui naissent à l'époque contemporaine à travers le piano. Là, c'est Sylvain Venner qui nous présente le plus vieux piano du monde, exposé en 1720, enfin pas exposé en 1720, mais créé en 1720 à Florence, à la cour des Médicis, et puis ensuite exposé au siècle suivant à New York, et qui devient lui aussi la cristallisation de ce que symbolise la civilisation au travers de la musique qui peut désormais être jouée piano, c'est-à-dire doucement. Et puis enfin, toujours à l'époque moderne, on a un article sur les babouches, terme persan, originellement papouche, ensuite intégré dans la langue française sous le mot babouche, et qui connaît une vogue, les babouches, auprès de la clientèle noble, friande d'exotisme, et qui devient aussi le résumé de cet Orient fantasmé ensuite au XIXe siècle. Mais au-delà de ces 3 objets qui mordent sur l'époque moderne qui m'est chère, on a d'autres objets de l'époque contemporaine, tels que le châle, le shampoing, le cigare, le revolver, le stylo-bille, le préservatif, la bouteille en plastique et le smartphone, et j'en passe, hein, ce n'est pas du tout une liste exhaustive.
Oui, alors on voit que c'est un cadeau parfait parce qu'en plus il peut être offert et il donne lui-même des idées de cadeaux, même si offrir un piano ou un revolver c'est pas forcément très simple, mais on y trouve évidemment des suggestions. Alors pour l'histoire moderne, moi j'ajouterais juste que si pendant la période de fin d'année vous êtes ou vous passez à Paris et que vous n'avez pas encore visité le musée Carnavalet, il est loin de se réduire à l'histoire moderne, mais les salles consacrées à l'histoire moderne et révolutionnaire sont vraiment passionnantes. Le musée a été rénové, il a ouvert cette année, et c'est une belle visite qu'on peut faire en famille ou qu'on peut faire seul. Voilà, ça se trouve à Paris, rue de Sévigné. Merci beaucoup Myriam Donnet-Ternant. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Pour parler des BD historiques, j'ai le plaisir d'être avec Paul Choplin, maître de conférence à l'Université de Lyon 3. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, notamment du très beau volume Révolution qu'on avait présenté, et dont on avait interviewé les auteurs, et vous êtes membre du jury de la BD historique du prix Cheverny, qui est décerné chaque année au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, et du coup, vous avez repéré une sélection de bandes dessinées qui se passe, qui nous emmène dans différentes périodes historiques, et je crois que la première se passe dans l'Andalousie du Moyen-Âge. Exactement, ça c'était le coup de cœur de la fin de l'année, des parutions de septembre. C'est la Bibliomule de Cordoue, donc de Wilfrid Lupano au scénario et de Léonard Cheminot au dessin. Donc c'est une BD qui aborde le Moyen-Âge, qui est une période qui est relativement boudée par les auteurs de BD historiques. Bon, un petit peu comme l'Antiquité, c'est surtout pour des questions de documentation, de reconstitution aussi d'un univers, notamment pour éviter soit le kitsch ou une approche un petit peu trop médiévalisante. Donc là, on a vraiment deux auteurs qui ont voulu interroger un épisode qui s'est vraiment passé, enfin qui est indiqué dans les sources, qui se passe au Xe siècle. Donc au Xe siècle, faut dire aussi, les sources sont quand même très lacunaires, c'est les chroniques qui nous renseignent sur cet épisode. Cet épisode, c'est un autodafé de livres qui aurait eu lieu en 976. Donc à la fin du Xe siècle, dans Al-Andalus, l'Espagne musulmane, la péninsule ibérique musulmane, à Cordoue, où Al-Mansour, qui est l'homme fort du califat omeyyade de Cordoue à ce moment-là, parce qu'il y a un nouveau calife qui est un enfant, décide de prendre les rênes du pouvoir, et pour cela, pour marquer à la fois la rupture avec le règne précédent et en même temps rassurer, notamment sur le plan religieux, donc veut faire œuvre de purification, de régénération de la société, et donc décide de purger la bibliothèque du calife, bibliothèque qui est réputée pour être à l'époque une des plus riches du monde, et donc de faire un autodafé de livres. Donc ça, c'est l'épisode historique point de départ, qui est assez peu renseigné. On ne sait pas combien d'ouvrages ou de manuscrits ont pu être détruits à ce moment-là. Mais donc Wilfrid Lupano va s'emparer de cet épisode pour en faire un récit à portée universelle, et surtout l'idée, c'est tout au long de l'album, c'est de nous faire réfléchir aussi sur aujourd'hui, sur la fragilité des savoirs. Qu'est-ce qu'on fait face à une décision de destruction, ou répondre à une question qu'on peut se poser tout simplement, je sais pas s'il y a une catastrophe, je sais pas si son immeuble brûle, ou voilà, qu'est-ce qu'on emporte comme livre avec soi, qu'est-ce qu'on sauve. Et donc c'est la question que se pose Tarid, le bibliothécaire du calife, qui décide de sauver des volumes, donc d'en amasser le plus possible, et pour cela il va les charger sur une mule qu'il va trouver. Et il va, alors ce Tarid, ce personnage là aussi, il est mentionné dans les sources, mais on sait quasiment rien sur lui, donc Lupano va inventer, et il va être assisté par Lubna, sa secrétaire, qui est aussi la script de la bibliothèque du calife. Là encore, un personnage qui est attesté dans les sources, présenté comme grammairienne, poétesse et responsable de la bibliothèque du calife, mais là aussi on sait assez peu sur le personnage, et donc Lupano va en faire un petit peu le deuxième héros de cette histoire, donc Tarid et Lubna qui vont rassembler en urgence des livres, les charger sur cette mule et partir à l'aventure, donc avec un troisième comparse, et puis la mule aussi qui est un personnage à part entière de l'histoire, et donc commence une espèce de road movie. Alors Lupano parle de mule movie,
mais c'est un peu ça, à travers les routes de l'Espagne du Xe siècle. Donc voilà, où nos héros vont trouver face à eux l'obscurantisme, la bêtise, l'ignorance, et vont tenter de sauver ces manuscrits. Donc bêtise, ignorance, qu'on va retrouver aussi bien dans le camp de l'islam au sud de la péninsule qu'au nord chez les chrétiens. Donc c'est une très 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 belle histoire. Avec des personnages archétypaux, c'est classique. Il y a le jeune homme un peu fou, la jeune fille sérieuse et plus posée, le vieux sage, et puis la mule. Lupano a dit que c'était un petit peu un mélange, ou même son dessinateur, Léonard Cheminot, on dit que c'était un mélange entre Le Nom de la Rose et La Grande Vadrouille. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Ça fait un peu Traversée de Paris aussi. Exactement. Avec la mule dans le rôle de la vache. Exactement, où moi ça me fait penser aussi un petit peu au Monty Python, à Sacré Graal, parce que voilà, il y a beaucoup d'humour, il y a des passages comme ça un petit peu surréalistes, donc non, c'est une lecture qui est avant tout plaisante. C'est un sujet grave, un sujet un petit peu lourd, mais on s'amuse tout au long de la lecture du volume, avec une fin. Alors, je ne dis pas ce qui arrive au protagoniste, mais l'ouvrage se termine sur une réflexion plus large sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du savoir, et une interrogation aussi sur l'open access, c'est-à-dire l'accès ouvert aux documents, aux livres numérisés grâce à Internet, et aux freins qui peuvent exister, à la fragilité toujours de ce savoir. Donc non, c'est un ouvrage une BD pardon, qui fait réfléchir, et qui est assez efficace. Là, le panneau confirme son talent. Alors il est connu pour les vieux fourneaux, pour le loup en slip dans le grand public, mais faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a fait aussi des BD dites historiques, c'est-à-dire sur fond d'histoire, et qui se documente et qui essaye de nous faire réfléchir sur le présent à travers l'histoire. On lui doit notamment Le Singe de Hartlepool, qui avait eu le prix Cheverny en 2013, ou Communard, ou L'homme qui n'aimait pas les armes à feu, plutôt sur le 19e siècle. Donc là, c'est vraiment une réussite, et un duo qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Alors, comme la BD, c'est un genre qui est foisonnant et qui peut être très inventif, y compris du point de vue formel, vous allez aussi conseiller une bande dessinée qui porte sur l'affaire Dreyfus, mais de façon très originale. Oui, c'est Le J'accuse de Jean Dittard. Alors c'est pas une BD ordinaire, déjà ça ressemble plus à un objet qu'à une BD. Ça se présente sous la forme d'un coffret qu'on ouvre, qu'on déplie, et quand on le déplie, donc apparaît donc une espèce d'écran. Donc c'est là où on va voir les pages de la BD avec un format à l'italienne, un format allongé, et puis va se déplier une espèce de clavier qui ressemble à nos claviers d'ordinateur, alors avec des aspects qui font un petit peu 1900, et en fait Jean Dittard s'empare de l'affaire Dreyfus pour la mettre en scène dans le cadre des réseaux sociaux et de notre société de l'information de la fin du XXIe siècle, à coup de hashtags, à coup de chaînes de télévision d'information continue. Et donc il mène une réflexion sur ce que serait l'affaire Dreyfus aujourd'hui, puis montrer son actualité. Et alors c'est quand même une approche qui est un petit peu casse-figure, parce qu'on peut très vite tomber dans l'anachronisme, ou dans la dénonciation un petit peu facile des travers des médias. Mais en fait derrière il y a un énorme travail, on sent que Dittard, c'est quelqu'un qui a ruminé au sens positif du terme le sujet. Il s'est énormément documenté, et en termes de mise en scène c'est extraordinaire, c'est 300 pages, donc c'est imposant, mais ça se lit très bien. Ça se lit même peut-être trop bien, c'est-à-dire que ça aussi ça jette un trouble, c'est-à-dire qu'on est avide de savoir. Il est extrêmement habile, c'est-à-dire qu'il reprend tous les tics, il repère tous les tics médiatiques contemporains, avec des invités fil rouge
un petit peu comme dans les documentaires aujourd'hui, où on a un personnage comme ça, qui est un témoin, qui est assis dans son canapé avec une lumière centrée sur lui, un éclairage sombre à l'arrière-plan, enfin un éclairage centré sur lui et un arrière-plan sombre, et qui donne sa version des faits. Et c'est comme ça qu'on suit Mathieu Dreyfus, Clémenceau, Jaurès, Léon Daudet, qui sont interviewés vraiment comme dans un documentaire contemporain. Et puis la structure de la BD, c'est des captures d'écran. Et donc on progresse au fil des pages, et voilà, on est pris. Et en même temps, voilà, forcément, ça nous fait réfléchir sur cette forme de discours sur une affaire, sur la forme de lynchage aussi médiatique d'un homme, avec ses défenseurs, mais aussi bien sûr ceux qui vont chercher à l'enfoncer, à en faire une espèce de symbole de l'anti-France. Donc c'est sur fond de racisme, de nationalisme. Et donc c'est vraiment une BD coup de poing, une œuvre coup de poing. C'est, je le redis, c'est extrêmement efficace. C'est un beau travail de Jean Dittard. Cette idée que la BD peut renvoyer à un ailleurs de la BD qui sont des archives, qui sont des documents, etc. Elle a été aussi illustrée cette année par un volume assez intéressant qui s'appelle Des Vivants, de Raphaël Mels, Louise Moatti, Simon Roussin. Ça raconte les débuts du réseau du Musée de l'Homme de la Résistance avec Boris Vildé, Yvette Audon, sa bibliothécaire, et de façon intéressante, avec uniquement des verbatims de phrases effectivement prononcées par les protagonistes. Alors ça donne quelque chose qui est un peu atypique, qui est assez joli dans le dessin, qui est pas très dramaturgique, mais qui est quand même intéressant du point de vue du travail de recherche que ça engage. Je sais pas si vous l'aviez apprécié aussi, cette BD, je pense que c'est bien de la mentionner. Oui, tout à fait, c'est un petit peu le même esprit. Jean Dittard reprend l'idée, hein, c'est un travail sur la source, c'est aussi à ma connaissance la première BD historique au moins en réalité augmentée. C'est-à-dire que pour lire le J'accuse de Jean Dittard, on peut télécharger une application donc sur le site des éditions Delcourt, et donc il y a des QR codes qu'on va scanner les pages, et donc les documents, notamment les articles de presse qui sont cités par Jean Dittard, apparaissent. Donc on peut les télécharger et donc lire l'article de presse dans son intégralité. Donc il y a une espèce de jeu comme ça. Mais ici, ce qui fait vraiment l'efficacité du J'accuse, c'est vraiment sa structure. On déroule une info, comme aujourd'hui. Je sais pas, on a appris un scandale, une affaire. On va regarder sur c'est notre réflexe à tous, bête. On va regarder sur les sites d'information en continu. Je sais pas, sur 20 minutes ou sur les sites de chaînes d'information, et on voit petit à petit l'affaire se construire avec des biais forcément. Et c'est un petit peu la même chose ici avec cette affaire Dreyfus, c'est-à-dire ce qui est aussi très très fort, et c'est très plaisant. Il y a plein de détails, on peut le lire de bout en bout, mais on peut aussi piocher dans des détails de certaines pages. Par exemple, la mise en scène des pages des journaux de l'époque, comme les journaux en ligne actuellement. Par exemple, la libre parole de Drummond. Donc vous avez l'article de Drummond qui dénonce le traître Dreyfus, etc. Et puis on a une barre à droite avec la liste des articles du même journal qu'on peut lire, et puis un petit bandeau publicitaire. Et là, le bandeau publicitaire, c'est pour la France juive de Drummond, déjà 140 000 exemplaires vendus. Donc voilà, on joue aussi sur ces codes promotionnels d'ouvrages qui ont vraiment existé. Ça montre aussi finalement la triste actualité de cette affaire, qui fait penser à d'autres d'autres formes de polémiques, alors qui n'ont pas la même ampleur, qui n'ont pas le même sens actuellement, évidemment, mais ça nous renseigne aussi sur le voyeurisme et sur les visières partisanes, qui fait qu'on s'approprie une affaire comme ça par le biais de cette information foisonnante. Dans votre sélection, il y a également un volume plus classique dans sa facture, mais qui fait beaucoup réfléchir, et un passage assez méconnu en France de l'histoire, puisqu'on est dans le Portugal des années 1960, on est dans l'Estado Novo de Salazar, sur un air de fado. Oui, un air de fado, sur un air de fado de Nicolas Barral. Nicolas Barral, il est plus à présenter, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est dans le paysage de la BD, qui a fait de la BD du pastiche très réussi. On lui doit Baker Street, parodie de Sherlock Holmes, ou Philippe et Francis, parodie de Black et Mortimer, mais aussi du polar, Aile de plomb, ou la reprise de Nestor Burma, un petit peu inspirée par l'approche graphique de Tardy.
Donc là, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus personnel, qui a été mûri très très lentement. C'est comme chez Jean Dittard, on sent un gros travail de documentation, tout simplement sur le cadre du Lisbonne des années 60. Un gros travail aussi d'appréhension d'une œuvre littéraire, parce que c'est une adaptation d'un roman italien d'Antonio Tabucchi qui s'appelle Pereira Prétend, paru en 94, qui avait déjà fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée par Pierre-Henri Gaumont, qui avait repris le titre, Pereira Prétend, en 2016, et qui avait reçu d'ailleurs le prix Cheverny de la bande dessinée historique en 2017. Et donc Nicolas Barral reprend un petit peu la trame générale de Pereira Prétend, mais l'adapte en transformant un petit peu les personnages et en reconstruisant complètement l'histoire. Le thème est le même, c'est un homme ordinaire qui, comme beaucoup de Portugais, s'est accommodé de la dictature, pour résumer l'intrigue, et qui voit pas vraiment ce qui se passe, et donc le récit, c'est une lente prise de conscience de la réalité de la dictature salazariste. C'est-à-dire que le personnage principal dans la bande dessinée de Nicolas Barral, c'est un médecin, Fernando País, qui a la quarantaine, tranquille, on voit qu'il a eu une vie un petit peu mouvementée par un système de flashback, on va découvrir peu à peu ce passé, mais qui aspire aujourd'hui à la tranquillité, qui a une maîtresse, qui se laisse vivre, qui a ses amis, et qui essaye comme ça de préserver sa tranquillité en mettant à distance ce dont il peut être témoin, et qui révèle la nature du régime. Notamment, ce médecin se rend à plusieurs reprises au quartier général de la PIDE, la police politique portugaise de cette époque, pour soigner des personnes qui ont été malmenées, entre guillemets, lors d'interrogatoires. Et donc, il les soigne ou les envoie à l'hôpital pour qu'ils se requinquent. Et donc petit à petit, il va mettre un nom sur ces personnes qui sont malmenées, et voilà, c'est de la torture, et on a un régime, c'est le salazarisme finissant, donc empêtré dans les guerres coloniales, et qui frappe durement l'opposition. Donc c'est pas du tout misérabiliste, c'est pas c'est pas grandiloquent dans la façon d'évoquer les choses. C'est sans manichéisme aussi, puisque ces hommes de la PIDE, ce sont aussi des hommes ordinaires, et on cherche à comprendre comment ils basculent dans ce système de violence. Et donc on voit que c'est un scénario qui a été mûri très longuement. Et c'est extrêmement efficace, il y a des scènes plus contemplatives, l'action s'accélère, les personnages ont été très bien traités graphiquement, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent les traits de ces personnages. Ces personnages ont une vraie individualité graphique, mais aussi individualité psychologique. Et donc c'est vraiment une BD qui prend et qui marque. D'ailleurs, il a été le finaliste aussi du prix Cheverny de la bande dessinée historique cette année, au coude à coude avec sans trahir le secret de la délibération, jusqu'à la dernière minute, au coude à coude avec le gagnant Jujitsu Fragette. Pour terminer, je crois que vous aviez beaucoup apprécié, comme moi, le film Onoda, et j'ai pas été surpris, du coup, de voir dans votre liste un manga qui se passe dans le Japon de l'immédiate après-guerre. Oui, c'est Sengo, de Sansuke Yamada, donc un manga qui a été donc en 7 volumes, qui a été publié au Japon donc entre 2013 et 2018, et ça a été un petit peu le coup éditorial des éditions Casterman en Belgique de repérer cette œuvre et d'en récupérer les droits, et donc de le publier en 7 volumes, donc une publication qui a commencé en janvier 2020, et donc le 7e et dernier volume vient de paraître, donc en novembre 2020, donc série achevée, série terminée, qu'on peut se procurer. Et dans les lectures manga de cette année, pour moi c'est vraiment le gros coup de cœur, ce Sengo. Coup de cœur aussi bien
pour l'objet bande dessinée, c'est-à-dire que c'est très bien scénarisé, très bien dessiné, très bien construit, c'est efficace. Le gros avantage actuellement des mangas sur la bande dessinée franco-belge, bah, c'est un petit peu, enfin c'est pas un avantage, on va dire c'est un autre point de vue. Voilà, c'est autre chose, mais on va dire que le manga propose des séries. Et c'est un petit peu comme les bonnes séries télévision aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avoir une approche sérielle très très rapide aussi de production des épisodes, ça permet de creuser les personnages. Alors c'est un petit peu long bien sûr lire ces 7 volumes, mais on rentre vraiment dans cet univers et c'est très marquant. Rapidement, le contexte, on est dans le Japon de l'immédiat après-guerre, hein, on est en 45-46, un Japon en ruine, voilà, l'année zéro, comme pour l'Allemagne, où le Japon se reconstruit, et le cadre, c'est un marché informel, comme il en existe beaucoup dans les grandes villes nippones de cette époque. On se livre au marché noir, où on vend de la nourriture, on a une population qui est affamée, et puis il y a surtout ces centaines de milliers d'anciens combattants qui arrivent par bateau. Alors ceux qui ont survécu, ceux qui ont pu échapper à la captivité, qui sont rapatriés au Japon, qui débarquent souvent sans le sou, un peu désorientés, qui doivent retrouver leur famille. Certains sont réputés morts. Enfin bon, c'est une espèce de réadaptation qui se fait, et on va suivre 2 personnages comme ça, 2 anciens soldats, un ancien sous-officier, Kawashima, qui gère un étal de soupe et qui va rencontrer un de ses anciens soldats, le soldat Kuroda, une espèce de gros nounours barbu qui va se rendre à cet étal, qui va rencontrer son ancien supérieur, et les 2 hommes vont devenir inséparables et vont traverser cette période. Et en fait, à travers ce duo, on a une réflexion plus globale sur la guerre et sur la façon dont toute une génération de jeunes japonais est entrée dans la guerre. Et c'est sans phare, c'est assez cru, hein, il faut le dire, c'est un manga pour adultes, hein, c'est vraiment pour plus de 18 ans, on parle très crûment de sexualité qui est représentée aussi de façon crue, hein, mais aussi de violence et de mort. Puisqu'on parle des violences de guerre commises par l'armée japonaise en Chine, hein, nos 2 héros ont participé, on le découvre par ces flashbacks, à des exécutions de prisonniers chinois, et surtout c'est un manga qui parle des viols de guerre. Voilà, donc à la fois les maisons pour les soldats, donc où vous avez ces entre guillemets ces femmes de réconfort, soit des japonaises qui viennent là volontairement, ça montre un petit peu tous les aspects de cette question, pour gagner de l'argent, soit des femmes chinoises ou coréennes qui sont asservies. Il y a vraiment ces 2 aspects, c'est abordé voilà de façon assez frontale. Il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, bien sûr, c'est horrible, c'est effroyable, mais on comprend un petit peu, à travers les 7 volumes, petit à petit, comment ces jeunes hommes sont conduits à se comporter comme des criminels. Hein, dans le cadre, c'est le cadre d'une éducation qui est évoquée, mais aussi d'un effet de groupe, de ces soldats qui sont sur le front, qui sont seuls, qui s'ennuient. Parce que derrière il y a aussi cet ennui, et il suffit donc d'un officier sadique ou d'un effet de groupe pour qu'on en vienne à commettre des crimes. Donc c'est très sombre, mais il y a aussi des phases de lumière. C'est ça aussi qui fait la force de ce manga. On n'a pas que voilà, il y a plusieurs histoires très tristes, mais on a aussi des petits rayons de soleil, la joie, les enfants qui sont présents, ces enfants qui présentent l'avenir du Japon. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le coup de cœur. Ça sonne juste, les dialogues sont très bien travaillés, l'atmosphère aussi est très bien travaillée, un coup de crayon
qui est très efficace. C'est pas c'est pas du manga habituel. Il a su alterner des styles. Quand il y a les scènes ordinaires dans le Japon d'après-guerre, il travaille au feutre. C'est très soigné. Et puis quand on a les scènes de guerre, c'est beaucoup plus violent. Là, il travaille à la plume, Sensuke Yamada. Donc ça fait des choses beaucoup plus heurtées, plus hachées, mais qui montrent aussi l'ampleur du traumatisme. C'est quelqu'un qui a pas connu la période, bien évidemment. Il est né en 1972, mais qui s'est nourri de cet imaginaire par la lecture de romans et le visionnage de films japonais de cette après-guerre, où on a ce cadre dont beaucoup de cinéastes, mais comme en Italie, bien sûr avec le néoréalisme, on a un petit peu la même chose au Japon. Il y a beaucoup de cinéastes qui prennent pour cadre ce Japon d'après-guerre qui se reconstruit et crée des espèces de chroniques où des personnages se rencontrent, se croisent, échangent, et c'est voilà, on pense par exemple au film de Kurosawa, Chien enragé, avec Toshiro Mifune qui se presse dans le milieu de la pègre, parce qu'on retrouve un petit peu ces éléments. Donc il y a beaucoup d'argot aussi chez Sensuke Yamada, ce peuple de la rue qui essaye de survivre et de surmonter ce traumatisme. Mais j'insiste, sans complaisance, c'est pas du tout quelque chose qui cherche à excuser ce qu'ont pu faire les militaires japonais sur le théâtre d'opérations extrême-orientales pendant la Seconde Guerre mondiale, mais essayer vraiment de confronter la société japonaise contemporaine à ce passé, j'insiste, de façon très crue. Donc c'est aussi pour âme sensible s'abstenir, mais c'est quand même une très très belle lecture. Voilà. Merci, donc avis aux auditrices et aux éditeurs, ce n'est pas un manga, l'association manga égale enfance, il faut évidemment s'en éloigner, c'est une fausse association, même s'il y a des mangas pour les enfants. Tout ça me fait penser qu'il faudra quand même un jour qu'on fasse une émission pour parler de la Révolution française en manga. Je pense qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Oui. Merci beaucoup Paul Choplin. Merci beaucoup. Pour le volet histoire contemporaine de nos conseils de fin d'année, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme Lamy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, sociologue des sciences au CNRS et vous avez lu des ouvrages cette année qui sortent un petit peu des sentiers battus, des choses les plus familières de l'histoire contemporaine, où il est souvent beaucoup question de guerre et de politique. Là, on va vers le monde agricole. Oui. Quel est votre choix ? Alors en fait, j'ai deux choix, parce que c'est vrai que l'histoire rurale et l'histoire agricole, de manière générale, a plus aussi bonne presse qu'elle a pu avoir il y a quelques années, où l'histoire rurale suscitait beaucoup la discussion. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et je pense à tort parce qu'il y a toute une réflexion qui est menée autour de la question de la modernité qui est très importante. Il y a deux livres qui, cette année, en 2021, l'ont traité de manière à la fois parallèle et convergente. C'est d'abord le livre de Corinne Marache, qui est tiré de son HDR, qui s'appelle « Les petites villes et le monde agricole au XIXe siècle ». Et puis un autre livre qui est un collectif, qui est dirigé par Margot Lyoté, Léna Humbert et Christophe Bonneuil, et qui s'appelle « Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle ». Dans le livre de Corinne Marache, elle s'est intéressée à un objet un peu flou, c'est les petites villes. Alors elle montre très bien dans son introduction que c'est la question de définir ce que c'est qu'une petite ville, c'est pas le plus intéressant. L'idée, c'est plutôt de voir comment ça connecte avec les campagnes et avec les mondes agricoles. Et donc, elle s'est intéressée à ces petites villes comme plaque tournante, en quelque sorte, d'un monde rural dont elle parvient à recomposer en quelque sorte les structures, les traits les plus vifs, parce qu'elle examine par exemple comment fonctionne l'artisanat et le commerce, et comment en fait elle montre, à travers en particulier l'usage de la monnaie, comment elle montre que finalement ça va faire rentrer le monde agricole dans une forme de modernité vis-à-vis de l'argent, parce que pour échanger sur les foires et les marchés, il faut de la monnaie, et donc on passe d'une économie qui était parfois en très grande partie informelle ou sous forme de troc à une économie qui est monétarisée. Elle montre également que les acteurs de la santé et de la loi, en particulier pour tout ce qui est la vérification des produits, ils font leur entrée dans ces petites villes-là. Et donc, d'un coup, vous avez une espèce de mise en forme des régulations, etc., des régulations publiques qui viennent jusque dans les campagnes. Et elle parle du rôle des notables agromanes
qui sont ces notables qui vont avoir en tête de transformer les campagnes et de les amener vers on va dire vers le progrès agricole de façon un peu débridée. Et donc, il y a des structures pour tout ça. Il y a les comices agricoles, a fait une très belle analyse des comices agricoles, qui sont à la fois des instruments d'État, parce qu'ils sont promus par l'État, et des instruments portés par les notables. Et donc, on a comme ça le passage à une agriculture commerciale, d'une agriculture qui était vivrière, en gros, qui faisait vivre les campagnes, à une agriculture commerciale qui passe par ça, qui passe par le commerce, qui passe par l'enseignement agricole aussi, qui se fait dans cette petite ville, par le syndicalisme, par les mutuelles, etc. Et donc, on a comme ça tout un tas d'éléments qui concourent. Alors, elle met en scène aussi la façon dont les gares, les carrefours routiers ont innervé le territoire agricole et finalement les ont connectés les uns aux autres, et où les petites villes ont constitué des nœuds de ce maillage-là, et des nœuds essentiels pour amener la modernisation. Et donc, je bascule tout de suite sur l'autre livre qui finalement, lui, concerne le XXe siècle, donc de Margot Lyoté, Léna Imbert et Christophe Bonneuil. C'est un livre collectif. C'est un livre, lui, qui interroge cette modernité. Là, sur le XIXe siècle, on a en quelque sorte comment elle apparaît, comment elle émerge, d'où elle émerge, selon quelle structure. Et là, on a un livre qui va interroger plus exactement le phénomène même de la modernité et de la modernisation agricole. Alors, ça s'inscrit un peu ce livre-là, Histoire de la modernisation agricole au XXe siècle, dans la suite, je pense que vous le connaissez, du livre qui avait été dirigé par Céline Pessis, Cézine Topsu et Christophe Bonneuil, qui s'appelait Une autre histoire des Trente Glorieuses, qui était paru en 2013 à la Découverte. C'est cette idée qui est aussi reprise de l'histoire désorientée, c'est-à-dire qu'on ne considère plus dans l'historiographie le progrès comme étant une évidence et comme devant aller de lui-même, mais on doit rompre avec cette histoire d'une agriculture qui serait, alors en l'occurrence là d'une agriculture, mais globalement d'une histoire qui serait centrée sur l'idée que le progrès serait une évidence. Et on essaye plutôt de comprendre ce que c'est que le processus de modernisation, et mieux encore dans le livre, je trouve, ce qui est très réussi, les récits et les mythes qui accompagnent cette modernisation. Comment, en même temps qu'on a ce travail de modernisation, on a le récit qui est produit en même temps par les acteurs pour acter de cette modernisation. Donc, on a des chapitres qui sont très divers et très variés, mais il y en a plusieurs que j'avais beaucoup aimé, qui étaient très, très représentatifs. Il y a un chapitre que Deborah Fitzgerald, qui est professeure au MIT, consacre aux échanges entre les États-Unis et l'URSS dans les années 20 et 30, avec la formation d'un certain nombre de techniciens agricoles américains auprès de leurs homologues soviétiques, sur la façon dont on organise la mécanisation à très grande échelle. Et on voit qu'il y a des liens, et on voit là l'espèce d'homogénéisation des pratiques agricoles à large échelle qui vont toucher à la fois les États-Unis et l'URSS. Il y a un autre chapitre aussi qui est vraiment très intéressant, c'est celui que William Lovelock consacre au crédit, sur la façon dont le crédit va être finalement petit à petit endogénéisé par les acteurs, pris en compte par les acteurs et devenir quelque chose d'essentiel. Et puis, il y avait aussi un très beau chapitre de Sylvain Brunner sur la transformation des pratiques fourragères après la Deuxième Guerre mondiale, mais il ne s'est pas intéressé, il y a manière et manière de s'intéresser aux transformations des pratiques agricoles. En fait, il s'y intéressait à travers la figure des conseillers agricoles. Et il montre comment les conseillers agricoles, ce sont eux qui ont orienté au plus près des acteurs les pratiques, comment ils ont guidé vers telle et telle pratique, et comment finalement, c'est eux qui transforment les pratiques fourragères. Donc voilà, d'une certaine façon, ça donne à voir à la fois, à mon sens, une vitalité de l'histoire rurale, mais d'une histoire rurale qui a été renouvelée dans ses assises historiographiques par cette idée qu'on n'instaure plus le progrès comme une évidence, mais qu'au contraire, on l'interroge et qu'on en interroge le récit. Merci beaucoup. Alors, à côté de ces travaux, on va dire, centrés sur des sociétés qui se transforment, on peut aussi regarder la vie intellectuelle et la manière dont elle fonctionne et des figures de l'historiographie. C'est ce que vous avez fait à travers un ouvrage consacré à une figure assez atypique qui est Marcel Détienne, le livre de Vincent Genin. Oui, c'est un livre de Vincent Genin qui est paru chez Labor et Fides en 2021, qui s'appelle « Avec Marcel Détienne ». Alors, Marcel Détienne, pour le situer, c'est un historien et anthropologue de la Grèce ancienne. Il est mort récemment en 2019. Et Vincent Genin, dans un livre qui est alors admirable d'abord par son écriture, qui est vraiment une très belle écriture, c'est extrêmement bien écrit, il y a un style, etc. Il fait quelque chose, alors il se défend en permanence de faire une biographie, on peut lui donner quitus de ça, on va dire qu'il ne fait pas une biographie intellectuelle, mais il fait quelque chose qui s'est beaucoup développé en histoire des sciences humaines, c'est l'histoire de on va dire,
le lien entre la vie personnelle, la vie intime et la vie savante, comment ça s'articule. Une question qui m'avait beaucoup intéressé. Et là, en fait, il commence en montrant que finalement, Détienne a quitté sa Belgique. Il le dit un peu incidemment, il n'avait pas de référent paternel et il va arriver en France et il va rencontrer Vernant, Jean-Pierre Vernant, grand historien, grand helléniste, grand spécialiste de la Grèce antique. C'est lui qui forge un peu l'anthropologie historique de la Grèce. Et il va prendre Marcel Détienne sous son aile. Détienne va rentrer à l'école pratique des hautes études en 1963. Il a le soutien de Vernant, il a le soutien de Dumézil, Georges Dumézil, qui est un grand spécialiste des mythes. Donc, il entre par la grande porte. Et on est en pleine époque structuraliste et on produit du structuralisme à tout va. Et avec Jean-Pierre Vernant, c'est une rencontre intellectuelle importante. Ils écrivent un livre qui est toujours d'actualité, qui s'appelle « Les Russes de l'intelligence, la métisse des Grecs », qui est paru en 1974. La métisse, c'est cette espèce d'habileté rusée qui prévaut dans des tas de domaines, à la fois dans la pêche, dans la chasse, mais aussi dans l'artisanat. Et donc, ils cogitent ensemble. Et puis, Détienne produit son maître ouvrage, qui s'appelle « Les Jardins d'Adonis », qui est publié en 1975. C'est vraiment l'ouvrage structuraliste par excellence. Le livre est adoubé par Vernant. Lévi-Strauss en fait une recension dans la revue L'Homme. Donc, le livre sort en 1975. Et c'est autour de la mythologie des aromates. C'est l'idée de la façon dont les rapports sociaux sont recodés, et notamment les rapports de genre, à l'occasion d'un rituel fait à Adonis, rituel qui se fonde sur les rythmes des végétaux. Et donc, ce livre-là va être un point de bascule parce qu'à partir de ce moment-là, Détienne va connaître des ruptures intimes. Il divorce. Et puis, il va commencer à entrer en crise au sein du centre Louis Gernet, le centre qu'a fondé Vernant. Et il écrit un livre qui s'appelle « L'invention des mythes » en 1981, qui est d'une certaine manière, nous dit l'auteur, l'acte de rupture épistémologique du structuralisme, où il dit non, en fait, les Grecs, ce n'est pas les meilleurs observateurs de leur propre mythe, on va rompre avec ça. Il va radicaliser son propos en disant il faut arrêter de prendre les Grecs pour l'alpha et l'oméga, si je puis dire, de la comparaison. Et il reproche à Vernant petit à petit de ne plus porter un projet comparatiste en l'histoire de l'Antiquité et de s'en tenir à une espèce de retour à la Grèce. Et donc, on a cette espèce de parcours-là, alors qui est émaillé d'échecs. Par exemple, il ne rentre pas au Collège de France, mais en même temps, il va aux États-Unis, il ne s'y plaît pas vraiment. Mais tout ça forme quelque chose d'à la fois extrêmement bien écrit, extrêmement dense, et en même temps d'une très grande actualité dans la façon de comprendre comment on peut comprendre une vie savante à travers un certain nombre d'affects, de passions, de relations amicales, intimes, et que tout ça se noue dans des jeux à la fois complexes et en même temps qui sont très révélateurs de la façon dont fonctionnent, on va dire, les sciences humaines en particulier. Ces sciences humaines, elles ne se limitent pas à l'histoire, et vous avez choisi comme 4e livre de votre présentation un livre qui a fait date, beaucoup de gens en ont parlé, c'est le livre de Philippe Descola, Les formes du visible. Alors Philippe Descola est un anthropologue qui était au Collège de France et qui avait publié en 2005 un livre important qui s'appelait Par-delà nature et culture, où il essayait de comprendre comment les groupes humains organisent leur rapport aux êtres et aux choses. Et il avait défini 4 grandes manières dont les êtres et les choses s'organisaient. L'animisme, qui mettait sur un plan d'égalité à la fois l'identité intérieure et l'aspect physique. Le totémisme, qui lui postule plutôt la diversité des apparences, mais une espèce d'unité intérieure. L'analogisme, pour lequel il y a identité et physicalité sont totalement différentes. Et puis le naturalisme, qui va caractériser plutôt le monde occidental, qui considère des intériorités différentes, mais acte d'une physicalité identique. Bon, ces 4 grandes ontologies-là, ce livre-là, Par-delà nature et culture, avait vraiment marqué. C'est un livre impressionnant. Le premier chapitre vous emmène à travers le monde pour voir toute une série de conceptions du monde. C'est absolument magistral. Et Philippe Descola a mûri pendant des années un livre qui mettrait à l'épreuve ces ontologies-là, ces 4 manières de voir le monde, à travers les images. Et donc, il étudie la façon dont l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme se saisissent de la question des représentations et de la figuration des images. Il montre par exemple que dans l'animisme, on va valoriser plutôt les états métamorphiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des masques qui vont montrer des transformations, des mutations. Dans le totémisme, on va essayer toujours d'avoir des images qui remontent soit vers
l'esprit des animaux, soit vers ce qu'ils appellent l'être des rêves. Et donc, on va avoir, par exemple, des images plutôt totalisantes, comme celle des Indiens du nord-ouest de l'Amérique, où on a la représentation sur certains totems de l'intégralité de l'animal, y compris la face arrière, ce qu'on n'a pas d'habitude. Dans l'analogisme, on va avoir plutôt des correspondances, et là, ça peut aller de l'enluminure de l'époque romane jusqu'aux peintures mogholes, et il montre, alors là, c'est d'une érudition incroyable, parce qu'on passe d'une ère géographique à une autre, d'une époque à une autre, et il montre comment on peut trouver des correspondances dans l'analogisme. Pareil pour le naturalisme, là où il parle d'une discipline du regard. Donc, c'est plutôt ce qui concerne la société occidentale, avec, on va dire, le même soin apporté à décrire les êtres vivants ou les objets, et puis la recherche d'un point de vue objectif qui l'amène à penser que finalement, la planéité de la toile, ça va être finalement la modernité de l'art abstrait qui va le manifester de façon la plus éclatante. Donc, un grand livre, vraiment. C'est 800 pages d'érudition incroyable, d'images, il est très bien illustré, et en même temps, beaucoup de nuances, beaucoup de manières de raconter, un grand style aussi, ce qui n'est jamais désagréable dans les livres de sciences humaines. Quand c'est bien écrit, on apprécie, et ouvert, à mon avis, aux autres sciences sociales, et en particulier à l'histoire, parce qu'on peut y puiser des références pour les historiennes et les historiens. Merci beaucoup pour ces présentations qui donnent énormément envie, en espérant trouver le temps de lire tout ça. De mon côté, je vais juste rajouter 2 livres parce qu'il n'est pas possible de toujours parler de tous les livres dans le podcast qui sortent, évidemment. Alors, il y en a un dont j'ai déjà parlé, mais je vais en redire du bien parce que pour moi, c'est vraiment un modèle dans l'écriture et en particulier pour les étudiants et les étudiants qui se confrontent à leurs travaux, à leurs mémoires, etc. Comment on peut associer conceptualisation, études empiriques. C'est le livre de Claire Andrieux, Tombé du ciel, qui est sur les aviateurs abattus durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai déjà eu beaucoup d'occasions d'en dire du bien. Je le refais parce que je trouve que c'est un des meilleurs livres en histoire des guerres des 10 ou 15 dernières années. Et puis, un livre qui est une somme et qui couronne vraiment une carrière d'un auteur important, c'est le livre de Christophe Charles, Paris, capitale au pluriel des 19e siècle, qui récapitule finalement les travaux de l'auteur sur la vie urbaine, sur l'histoire sociale, sur la culture. Un livre qui est illustré avec des documents et qui vraiment une plongée dans l'histoire du 19e siècle magnifique, passionnante, et qui en plus, pour ne rien gâcher, est sorti directement dans une édition de poche au seuil à moins de 15 €. Donc, pas de raison de ne pas se faire plaisir de ce point de vue-là. Christophe Charles, d'ailleurs, je crois que vous allez bientôt le recevoir. Oui, pour la revue Zilzel, on fera un grand entretien avec lui, avec Volnifage et Arnaud Saint-Martin, et on évoquera le livre spécifiquement comme étant effectivement le sommet d'une carrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cette émission. Très bonne lecture et très bonne fin d'année à tout le monde.